Lundi 30 juillet 2018, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Ici Jean-Louis Magoudou, j'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan. Bonjour. Bonjour Jean-Louis et bonjour à tout le monde, bienvenue. On est là pour vous informer. Voilà, nous sommes également en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet intexto.ca et en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto. Et on va parler de quoi aujourd'hui? Sur le plan local, on va faire un tour. On va parler à un monsieur qui s'appelle Samba, Soten Samba. Il doit être nécessairement de l'Afrique. Oui. Comme nous. Oui, absolument. Et qui organise une conférence sur l'intégration et l'immigration. Il est de l'association Mutuelle Entraide et Développement. Cette conférence a lieu le 4 août. Il va nous parler de ça. Et on vous parlera aussi d'un prêtre qui a été arrêté ici, voilà quelques années, qui purge une peine de 4 ans de prison. Et dans ses aveux, il a 77 ans, il déclare avoir fait des victimes aussi en Haïti. Ah bon? Ah ben oui. Voilà qu'on regarde ça de près. Ouais, on va vous parler de ça aussi. Et voilà, en Haïti, on parlera... De grève, nécessairement? Le sénateur Don Cato dit, quand on annonce une grève, c'est une grève. Et ça, que tu sois sénateur ou simple citoyen, tu dois t'impliquer. Mais comment ça se passe ce matin? Il y a beaucoup de syndicats, notamment les principaux syndicats de transporteurs, n'étaient pas au courant qu'il y avait grève, donc ne participent pas en réalité. Ouais. Joseph Lambert qui se dit être prêt à se battre jusqu'au bout pour défendre le Parlement. Oui, le Parlement qui est menacé de dissolution. Il y a toute une campagne sur les réseaux sociaux autour de ça. Et lui, il est intervenu dans les médias pour dénoncer cette campagne contre le Parlement. Et puis, il y aurait des femmes proposées pour devenir Premier ministre. Et parmi elles, Myrland Manigat. Ça, c'est une proposition de Marie-Denise Claude. Vous aurez des détails un peu plus tard pour voir comment ça va se dérouler, pourquoi et comment. À tout de suite. Restez avec nous. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on affaire. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 14 36.
Voilà, il est 7h05. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui entre chez vous. On est le lundi 30 juillet. On était censé parler à Soten Samba à propos de cette conférence sur l'intégration, l'immigration et communauté culturelle, justement. Il est en train de nous appeler là. Donc, on va marquer une très courte pause. On vous revient tout de suite alors. Voilà, je crois qu'on a M. Samba. Bonjour. 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 Ça a été plutôt compliqué de vous joindre, mais c'est correct. Mais on est en onde, il faut le préciser. On est en onde, oui. on est déjà en onde sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Et on a en ligne Soten Samba de l'Association mutuelle d'entraide et développement qui organise une conférence bientôt sur l'intégration et l'immigration. C'est bien ça, M. Samba? Oui, c'est ça. OK. Nous allons... Parlez-nous de cette conférence. Pourquoi une conférence sur l'intégration et l'immigration? Ce n'est pas la première du genre ici à Montréal. Oui, effectivement, nous, dans le cadre des prérogatives de notre association, ça va être la première édition de la conférence sur l'immigration, intégration et la diversité culturelle. Oui. Mais pourquoi l'immigration? Parce que nous venons de plusieurs sensibilités et communautés différentes et nous avions pensé partager notre expérience avec les nouveaux arrivants, tout simplement pour les informer, informer les nouveaux arrivants des différents problèmes que nous pouvons rencontrer quand nous venons ici au Québec. Assez souvent, on parle de demandeurs d'asile, et le plus au Québec et surtout à Montréal, on parle d'immigration, d'intégration. Souvent, on parle plus des Haïtiens. Vous êtes de quel pays en Afrique, rappelez-nous déjà? Oui, je suis du Congo-Brazzaville. Oui. Sauf que dans l'association, le chargé de communication et de la mobilisation, il est haïtien aussi. OK. Donc, l'association est multiculturelle. OK. Et comment ça se passe l'intégration des Africains? Bon, pas mal, mais comme vous savez, Jean-Luna, il y a toujours des gens qui arrivent qui n'ont pas les informations, comment s'intégrer vraiment. Et vous et moi qui sommes là depuis un bout de temps au Québec, notre devoir c'est d'aider, c'est d'entraider ceux-là qui arrivent, comment s'intégrer, comment faire les démarches pour avoir les papiers, où aller faire la demande d'asile, et parfois comment faire valoir ces diplômes, comment valoriser ces diplômes, comment faire un regroupement familial. Donc c'est un peu de ça que nous allons parler. OK. Est-ce que récemment, parmi les demandeurs d'asile, il y a beaucoup d'Africains que vous avez répertoriés? Oui, actuellement, nous avions répertorié beaucoup d'Africains, mais surtout des Afro-Caribéens aussi, et beaucoup des Haïtiens. Et qui viennent à votre association? Oui, tout à fait, oui. Ils viennent dans l'association demander de l'aide. Il y en a que nous aidons, tant bien que mal, pour remplir les papiers, pour remplir un CV, pour aller chercher un travail. Donc, on accompagne ces nouveaux arrivants-là. Vous en recevez beaucoup plus qu'avant ou en 2017, il y en avait plus? Ah oui. Vraiment, 2018, là, on a reçu plus que... actuellement, nous sommes à 37 nouveaux arrivants. En moyenne, c'est parfois 5 à 10 par année. Mais 2018, c'est vraiment... Il y a eu beaucoup de demandes. OK. Et cette conférence que vous organisez le 4 août prochain, ça s'adresse principalement aux Africains ou aux Haïtiens? À tout le monde? À tout le monde, Africains comme Haïtiens. Mais il y a des Québécois aussi
qui ont été en Haïti pendant le catastrophe que nous avions connu en Haïti, notamment le tsunami, le tremblement de terre, tout ça. De ces catastrophes-là, il y a des organismes québécois qui ont été en Haïti et qui ont aussi fait du bénévolat en Haïti. Ils vont venir là dans la conférence pour parler de qu'est-ce qu'ils ont fait en Haïti. OK. Bon, oui. Rappelez-nous l'adresse et l'heure à laquelle va se tenir la conférence. Merci beaucoup. Donc, la conférence, ça va être le 4 août 2018 à partir de 13h et c'est au centre Saint-Pierre à Montréal, à côté du métro Baudry. L'adresse est le 1212 rue Pané, à Montréal. 1212 rue Pané. Oui, c'est ça. Okay. 12 rue Pané. Donc, c'est le 4 août. Merci beaucoup, Monsieur Samba, Soten Samba, de l'association d'entraide, comment on dit ça déjà? Entraide et développement. OK, entraide et développement, qui organise cette conférence ce 4 août, ici à Montréal, une conférence dédiée aux Africains, mais aussi aux Haïtiens de manière générale, demandeurs d'asile, peu importe. C'est sur l'intégration et l'immigration. Merci beaucoup et bonne journée, M. Samba. Merci à vous. Bonne journée. Voilà. Voilà, on a parlé à Soten Samba, on ira parler à François Jean-Denis dans quelques instants. Tu devais nous parler aussi d'un prêtre. Oui, il a 77 ans, imagine, Jean-Étienne, et c'est un prêtre rédemptoriste, pardon, rédemption. Okay. Ça rappelle ça, ce mot-là. Il s'appelle Jean-Claude Bergeron, c'est un Québécois qui a admis pour la première fois avoir fait d'autres victimes de nature sexuelle en Haïti devant la Commission de libération conditionnelle. Et c'est une information que la SQ, la Sûreté du Québec, est en train d'analyser actuellement. Alors, c'est un homme de 77 ans qui a été condamné à 4 ans de pénitencier en 2016 ici au Québec pour l'agression de 7 victimes âgées entre 12 et 16 ans au début. Ça s'est passé au début des années 80. Ouais. OK? Ça, c'est en 1980 et c'était connu, c'était public. Par la suite, vers la fin des années 90, je vais vous dire exactement, entre 1994 et 2005, donc environ 12 ans, en 1994, sa congrégation l'a envoyé en Haïti. Et c'est entre 1994 et 2005. À ce moment-là... C'est pendant cette période-là qu'il aurait commis tous ces... Pas qu'il aurait. Il a avoué, hein, effectivement. Il a avoué avoir fait des victimes en Haïti. Ce qui alourdit un peu son cas, puisque, justement, il était devant une commission de libération conditionnelle. Et pendant son témoignage, il a avoué ça. Et la justice et la police ici en ont profité pour dire vous n'allez pas sortir là demain matin. Alors là, aux yeux de la justice, c'est comme s'il avait, même s'il avait commis ça en Haïti, c'est considéré comme s'il l'avait commis au Canada, puisque c'est un citoyen canadien. Et la justice canadienne, la justice québécoise va le juger pour ces crimes-là en Haïti. Et c'est toujours de nature sexuelle. Toujours de nature sexuelle. Et c'est un pédophile qui s'intéresse aux enfants, notamment. Entre 1994 et 2005, il a commis énormément d'agressions sexuelles en Haïti pendant 12 ans. Imaginez, il était en situation d'autorité par rapport à des enfants haïtiens aussi. Alors, est-ce qu'il est là, François? François? Oui, bonjour Jean-Emma, bonjour Jean-Étienne, bonjour à tout le monde. Eh bien, bonjour. Bonjour François, oui, bienvenue. Ça va bien? Ben oui, il fait soleil. C'est toujours un peu difficile le lundi matin, hein, après 2 jours de congé, mais bon.
Bon, on s'est reposé et puis on repart parce que là, c'est pas difficile. Ouais. Parfois, il y a des congés qui sont plus fatigants. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Surtout ceux qui se sont trémoussés là, à Haïti en folie. Ah oui. Au Rara de samedi. Oui, je n'ai pas vu notre ami là. Ouais, il faudrait porter des lunettes, François. Ah ben, ouais. Tu avais oublié tes lunettes à la maison, c'est ça aussi. Ouais. Alors, quelle information tu as pour nous? Oui, je voudrais toujours dire aux gens que la conférence sur l'immigration et l'intégration, ça va être une bonne chose. Alors, je les invite à participer parce que souvent, surtout sur l'intégration, ils n'ont pas toutes les informations nécessaires, comment procéder. Alors, j'invite les gens à participer le 4 août à la conférence. Ouais. Pour le plan de triage, d'abord, comme première information, le plan de triage, vous vous rappelez, pour les demandeurs d'asile arrivés sur la frontière, on avait dit qu'on allait faire le triage déjà à la frontière, mais il y avait des problèmes avec l'Ontario. Dans le premier temps, il y avait les élections. Et à partir de là, on ne pouvait pas mettre sur pied ce plan. Ensuite, pour le gouvernement libéral fédéral, j'ai dit que peut-être on ne s'attendait pas à ce que ce soit Doug Ford qui gagne. Et depuis l'arrivée de Doug Ford, les relations sont très tendues. Et maintenant, le gouvernement fédéral, il envisage ce plan de triage avec les municipalités au lieu des provinces. OK. Ça va être plus facile, d'après ce qui est dit, de négocier avec les municipalités que les provinces, parce que c'est beaucoup. Alors, aujourd'hui, il y a un article qui est sorti pour dire que on est presque arrivé à une attente, mais une fois que l'attente sera faite, c'est avec les municipalités et non avec les provinces. Alors, on va voir, mais comme on dit, il s'est en train de peaufiner ce plan-là. Oui, mais je ne comprends pas trop ce plan, François, puisque les municipalités sont à l'intérieur de ces provinces-là, non? Alors, par exemple, on va voir pour le Québec. Au lieu d'avoir une entente avec la province du Québec, maintenant, on décide de s'adresser aux maires des villes de Québec, de Montréal, de Laval. On leur dit, OK, je vais vous envoyer 200, 300, 400 demandeurs d'asile. Alors, trouvez-nous un espace pour les loger. Et après ça, maintenant, on va s'entendre avec vous. Alors, c'est plus direct, c'est plus, je dirais, plus efficace. Alors, c'est juste pour la question du logement. Oui, alors le plan de triage concernait d'abord la question du logement. Parce que quand les gens arrivaient à la frontière, il fallait qu'on détermine où on doit les placer. Et on se rappelle, les premiers temps, Québec avait dit on n'a pas d'espace. Dernièrement, Toronto a tiré à son alarme pour dire que l'école va reprendre très bientôt. Et il y a une école centenniale qui loge beaucoup de presque 300, j'en avais dit, 300 demandeurs d'asile. Alors là maintenant, on préfère négocier avec Toronto, par exemple, au lieu de négocier avec la province de l'Ontario. OK. Alors c'est ça. Ensuite, il y a la ville de Cornwall qui reçoit également. Alors, parce que apparemment il y a un blocage avec le gouvernement de l'Ontario, avec M. Doug Ford et sa ministre qui sont en train vraiment de taper du poing sur la table. Alors, ce qu'on veut maintenant, on dit, bon, on va négocier avec Doug Ford, avec les villes, Toronto, et Cornwall, et d'autres villes, Scarborough, qui reçoivent des demandeurs d'asile. Et ensuite, par exemple, pour Québec, on a Montréal, on a Laval, peut-être la ville de Québec, et en tout cas. Ce sont des villes où on dit que c'est mieux de négocier avec les municipalités qu'avec la province. Voilà. Bon, autre nouvelle. Là, on s'en va aux États-Unis. On apprend qu'il y a plus de 700 enfants encore séparés de leurs parents aux États-Unis. Oh là là. Alors là maintenant, il y a le juge de Californie qui a ordonné à Donald Trump de faire rentrer toutes les familles éligibles
Ça veut dire qu'avant jeudi 16h, 18h. Ce jeudi? Oui. Ça veut dire qu'on donne un délai c'est sorti, par exemple, samedi. OK. Alors, après une semaine, on donne à Donald Trump, de réunir toutes les familles, parce que Donald Trump a déjà renvoyé la plupart de ces familles-là. Alors, on se rappelle encore la semaine dernière, on avait donné un autre délai, c'était un juge de San Diego qui avait demandé à Donald Trump de réunir toutes les familles. Alors, on dit que sur 2551 familles séparées, avec des enfants entre 5 et 17 ans, il y a 1442 qui ont été réunis, selon les statistiques officielles publiées par les documents de justice. Alors, là maintenant, on dit on doit ajouter les 378 mineurs relâchés et les circonstances appropriées. Maintenant, on dit qu'il faut retrouver les parents des 700 autres. Bien sûr. Que ce soit, si les parents-là ont déjà quitté les États-Unis, Donald Trump a l'obligation de les retrouver pour leur demander de venir chercher leurs enfants. OK, mais et s'il ne le fait pas? Bon, c'est la justice, ça veut dire que, est-ce que là, on peut bloquer, vous savez, pendant combien de temps on a bloqué les plans de Donald Trump? Alors, ça veut dire que ça devient compliqué, là. C'est très compliqué. Mais Donald Trump, on le connaît maintenant, parce que lui, il ne joue pas avec les choses. Alors, Donald Trump, ce qu'il a fait cette semaine-là, il a menacé de fermer le gouvernement américain. Pourquoi? Il dit que si les démocrates, parce que la plupart des juges qui prennent cette décision-là sont des démocrates. Alors, il dit que si les démocrates refusent de soutenir la réforme de législation encadrant l'immigration aux États-Unis, il menace de suspendre et de fermer le gouvernement américain. OK. Parce que pour lui, là, le fait de séparer les enfants des parents, ça participe à un plan. Lui, il veut par exemple, mettre de l'ordre, construire son mur, empêcher aux immigrants, aux migrants de rentrer de façon clandestine aux États-Unis. Et en même temps, il dit qu'il veut également empêcher. Il y a des choses qui se font en immigration aux États-Unis. Par exemple, le système de loterie pour l'attribution de la green card. Et la question de... Ça, il en a parlé plusieurs fois. La question de parrainage de tous les membres de la famille, il veut abolir ça. Il veut qu'on soit limité, comme le Canada, aux épouses et aux enfants mineurs. Dans son plan, il veut exclure les parents, les enfants majeurs, les frères, les sœurs, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, on peut arriver tout le monde, même si ici au Canada, on n'exclut pas les parents. Les parents font partie de la loterie maintenant. Oui, exactement. Alors, ça veut dire que ce qui arrive, ce que Donald Trump dit, lui, il veut mettre fin à ce système de loterie parce qu'il y a trop de personnes qui rentrent au pays qui ne devraient pas rentrer. Alors, il dit que si les démocrates continuent à empêcher ce plan, à empêcher les républicains de financer son plan, alors il menace de fermer le gouvernement américain. C'est du n'importe quoi, ça. Comment fermer le gouvernement américain? Mais vous vous rappelez, ça a été fait dernièrement, pendant presque 1 à 2 jours, le gouvernement a été fermé. Avec la question du budget. Quand au niveau du Congrès, on n'avait pas voté le budget. Ouais, mais ça c'est autre chose. Oui, mais c'est ça. Quand on ferme le gouvernement, ça veut dire que là, maintenant, il y a beaucoup de services. Il n'y a plus de services. Oui, à ce moment-là, il y a des employés qui sont mis au chômage et puis on bloque le gouvernement. Mais lui, comme quelqu'un qui a agi sur l'impulsion, il peut le faire à n'importe quel moment, même s'il va regretter ça. Alors, parce que séparer les enfants de leurs parents, c'est plus grave que fermer le gouvernement. Oui, absolument. C'est plus grave. Il l'a fait. Ça veut dire que là, maintenant, tout ça, c'est pour voir, pour les élections de mi-mandat au mois de novembre,
Si les démocrates arrivent à gagner la majorité, là, ça va être la guerre. Là, Définitivement. Comme ça. Ouais. Alors, mais au moins, que les gens sachent que actuellement aux États-Unis, on a ce système d'immigration où on peut parrainer tout le monde. À plusieurs reprises, Donald Trump dit qu'il va mettre fin à ça. Et normalement, mais ça, c'est pas la chose la plus difficile à faire. C'est le mur. Les démocrates ne veulent pas qu'on construise le mur. Et deuxièmement, c'est la question des Dreamers. Et jusqu'à présent, c'est pas encore réglé. Yeah. Les démocrates demandent un statut pour ces Dreamers-là. Lui, jusqu'à présent, n'a pas encore décidé, mais ne veut pas donner un statut parce qu'il dit que ce sont les démocrates qui ont laissé traîner ces gens-là dans le pays. Alors voilà la situation. On va suivre et c'est sûr qu'on va informer nos auditeurs quand il y a de nouveaux développements. Voilà. OK. Eh bien, merci beaucoup, François. Je crois que c'était tout pour aujourd'hui. François Jean-Denis. Oui, c'est tout pour aujourd'hui, oui. Voilà. François Jean-Denis qui dirige la firme Vision Max Service. Vous pouvez voir ses coordonnées à l'écran sur Facebook. Et si vous nous suivez sur Facebook ou sur notre site internet intexto.ca, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles. C'est la pause. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Et demain, lundi, Mounio annoncé grève. Demain lundi, grève. Eh bien, grève. C'est grève liée, tonton. Grève liée. Voilà. Don Cato. Ouais. Vous avez reconnu la voix. Oui, absolument. Sénateur de l'Ouest. OK. Il y a un moteur de grève qui a été lancé pour ce matin. Dernière nouvelle, c'est que, bon, apparemment, c'est résultat mi-figue, mi-raisin tôt ce matin. Il était encore tôt lorsqu'on était aux nouvelles, Jean-Étienne. Radiovision 2000, entre 4h30 et 5h du matin, disait qu'il n'y avait pas grand monde dans la rue. Peut-être que tout le monde n'était pas réveillé encore ou observait ce qui se passait. Mais ce qui arrive, c'est que c'est un mot d'ordre de grève annoncé pour aujourd'hui, grève générale. Et il y a Don Cato qui a fait une vidéo qui a circulé énormément la fin de semaine sur WhatsApp et pour appuyer justement ce mot d'ordre de grève. Écoutons les justificatifs de Don Cato, sénateur de l'Ouest, qui justement appuie fortement cette grève. Et je dis à yon nan remarque que le peuple a fait. Et c'est ça que fait me dire peuple haïtien intelligent. Depuis après ça qui passé 6-7 là, prix tout ça mon a acheté dans le marché doublé. Ça veut dire moun yo était déjà en difficulté avant et je dis à les vinn
10 000 fois plus raide. Et demain, lundi, moun yo annoncé grève. Demain lundi, grève. Eh bien, grève. C'est grève liée, tonton. Grève liée. Il faut bagay yo fait noir sur blanc. Quel que soit côté, faut ou accepter. Moi-même, je suis sénateur. Mais si peuple moi a fait grève, qui doit me gagner pour me payer grève peuple moi, bon c'est eux qui mettez-moi là. Ou même s'ouvre la puis on l'autre bagaille habiller, mais moi-même peuple a dit demain lundi grève. C'est grève lié. Alors justement, on ne sait pas trop, il y a beaucoup de confusion par rapport à tout ça, par rapport à, on sait que par exemple l'association des transporteurs et propriétaires de véhicules en Haïti n'appuie pas nécessairement cette grève, Jean-Yves. Mais il n'était même pas au courant, disons mieux, Jean-Yves, changer MEU, qui représente la majorité des transporteurs, et indique qu'il n'était pas informé de ce mouvement de grève lancé pour aujourd'hui. Et alors qu'on en parle sur les réseaux sociaux, dans les médias et tout ça, on va écouter Changer MEU. Nous-mêmes, c'est sur les zones de temps de grève, et nous-mêmes, en tant que groupe organisé, c'est transporteurs haïtiens, et notre fait grève, nous avons toujours invité toute notre organisation qui concerne. Mais au moment où on parle, nous ne pas contre pied, nous ne pas contre tête, nous ne pas contre pour qui ça grève, la dans la fête, c'est sur les zones de temps de grève, mais nous-mêmes pas conséquents. Nous répondons des conséquences à nous-mêmes, nous pas porter aucun appui dans la grève, parce que nous ne pas connaître grève là, pour que la fête, parce que autrefois, on s'est c'était pour gaz, et nous, tout transport net, tout syndicat de transport net, c'est pour des chicots là, parce que gaz ça concerne tout le monde. Et même, genre, tout ce qui est une revendication sociale, qui garde toute population, nous-mêmes, nous avons posé motivation là, c'est nous, on couvre de ça. Mais moment où on pas là, on n'a pas contre qui, on a fait grève, c'est tous les autres dans les deux. Mais nous, pas conséquent, nous pas posé aucun support à lui, parce que nous pas connaître qui ça grève, on a fait grève, qui objectif qui fait après. Est-ce que dans toute négociation, dans toute chita parlé, à aucun moment, on pas contacter nous? Non, aucun moment, on n'a pas là, et même fait appel à tout notre syndicat transport dans le pays, et on ne dit pas au courant. Ouais, le transport comme est très très important par rapport à des choses comme ça. On ne peut pas parler de grève, en tout cas, la façon dont on le fait chez nous. Non. Alors que c'est... Bon, on va voir au cours de la journée. Si tu veux lancer un mot d'ordre de grève, définitivement, le premier secteur à contacter, c'est le transport en commun. Ouais, c'est comme ça se passe. Et s'il n'était pas au courant, et s'il n'appuie pas, s'il ne participe pas, le gouvernement va tout faire pour les aider et les sécuriser pour sortir. Et puis Absolument. Il n'y aura pas de grève. On va attendre pour voir la fin de la journée, mais apparemment, c'est résultat mi-figue, mi-raisin jusqu'à présent par rapport à ce mot d'ordre de grève en Haïti aujourd'hui. Joseph Lambert qui se dit être prêt à se battre jusqu'au bout pour défendre le Parlement haïtien. Absolument, parce qu'il y a des menaces de dissolution, il y a toute une campagne qui est menée sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, un peu partout, même dans les médias haïtiens aussi, on en parle de la nécessité, selon certains, d'éliminer le Parlement, de fermer ça, parce que selon cette frange de la population, ces parlementaires ne servent à rien. Et Joseph Lambert est sorti de son mutisme par rapport à ça pour, après avoir mené une campagne de charme, on pourrait dire. Voilà, c'est le mot, auprès de la population par rapport à des mesures de coupure dans le budget du Parlement, question de vendre une meilleure image du Parlement. Et il dit non, il ne faut pas dissoudre le Parlement, il ne faut pas éliminer le Parlement. Ce faisant, c'est une grave menace contre la démocratie si on élimine le Parlement. Écoutons Joseph Lambert. Alors là, je ne dis pas, m'a dit autant que Joseph Lambert, président Sénat, autant que Joseph Lambert, sénateur de la République, autant que moi-même, j'ai deux yeux qui calent sous terre là, eh bien, m'a dit tout le monde qui a parlé de absence Parlement, absence institution démocratique. C'est un premier pas, ma coumé contre eux, ma bataille contre eux, de façon démocratique, parce que son premier pas pour dire leur retirer le Parlement, qu'on y a oublié dit tout, elle fait mes radios, elle fait mes télévisions, et puis on instaure une dictature boudi
Voilà, Joseph Lambert. Restons au Parlement. Oui, pour dire que Samuel D'Haïti, le député de Saint-Marc, estime qu'il y a un grand retard par rapport au processus de désignation du nouveau Premier ministre Jean Numa. Absolument, parce que, il évoque le fait qu'il reste à peu près un mois pour la rentrée des classes. Le prochain budget, il va falloir voter ça. Et le processus risque de prendre du temps. Et troisièmement, les parlementaires vont entrer en vacances. Oui, il y a possibilité que le président de la République convoque les députés à l'extraordinaire, advenant les vacances des députés, mais toujours est-il, il y a la problématique de la rentrée des classes qu'il va falloir qu'un Premier ministre adresse vite. Oui, assez vite, parce que le Premier ministre démissionnaire ne peut pas prendre des décisions de ce côté-là. Hein. Il gère les affaires courantes et ça ne courrait pas avant la démission du Premier ministre. Écoutons Samuel D'Haïti. Non seulement nous connaissons, nous allons entrer au mois de septembre, nous allons entrer au mois d'août, et un mois après, la Chambre des députés va en vacances. Non seulement il faut que la Chambre des députés ratifie le Premier ministre, il faut que le gouvernement capote, regarde le budget initial pour le voter au niveau du Parlement pour le voter. C'est vrai, le président qui est prérogative, il a convoqué le chef député à l'extraordinaire après vacances pour le travail. Même pas c'est notre délai que nous devons pas oublier. Deuxième lundi septembre, nous allons en vacances. Et dans le mois de septembre, c'est fin de l'année fiscale, quand même, qui ont bagage que et budget là, il peut être voté. De façon que nous sommes capables de faire croustille, eh bien, dans l'année qui finit, que nous allons entrer dans l'année fiscale 2018-2019. Voilà. Samuel D'Haïti. Et puis, de notre côté, il estime que le Premier ministre qu'on va désigner ne devait pas sortir n'importe où, là. Oh là là. Pas dans n'importe quel secteur, selon lui. Non, pas du secteur politique, pas du secteur privé, pas du Parlement. Mais s'il ne vient pas du secteur politique, ça va être quelqu'un qui n'a pas d'expérience politique aussi. Un peu comme Jacques-Guy Lafontaine. Ouais. Voilà, écoutons-le. En deuxième lieu, il faut que le président aussi pas choisir un monde qui sortit au niveau du secteur privé des affaires par rapport à la population réagit. En troisième lieu, il faut que le président pas choisir un monde soit proche du PHTK ou bien qui soit dans un parti politique. Par rapport avec l'élection qui va gagner en 2019, pour ne pas dire que ça va le travail pour le parti politique. Et nous sommes certains, côté que l'État doit tomber, le président a choisi ça au niveau de la société civile, qui en quelque sorte a une maturité politique, qui de même aussi a un minimum de confiance de la population pour que le gouvernement s'accroche monter, pour qu'au minimum nous gagnions et l'État pour capable de lancer le problème. Pour capable de commencer à chercher solution des problèmes qui sont en temps. Parlant de désignation du Premier ministre Jean Numa, où sont passées les femmes dans toute cette affaire-là? Mais justement, n'en déplaise à Samuel D'Haïti, il y a Marie-Denise Claude, à la fois qui est coordonnatrice du Parti Unité, je crois, et qui fait partie du réseau des femmes plurielles, qui est un regroupement de femmes, un groupe de pression pour les femmes en faveur des droits des femmes, en politique notamment, qui propose 3 noms de femmes pour devenir première ministre. Et n'en déplaise à Samuel D'Haïti, encore une fois, un des noms, c'est Myrlane Maniga du RDNP, qui est une chef de parti politique, en fait. Écoutez. Ça, dans l'esprit respect, nous gagnons pour président, nous pas présenter un seul nom. Nous présenter 3 noms. Pour cette politique-là, nous avons campé sous le nom Mme Myrlane Hippolyte Maniga. Dans le secteur justice-là, nous allons dans la cour de cassation, nous allons chercher M. Wendell Koch, qui est vice-président de la société civile-là. Nous étions sous Dr. Joseph Bijou. Il a choisi une là-dedans pour venir aider le protéger ça. En plus de ça, nous voyons une autre liste femme qui a choisi là-dedans pour venir ministre à directrice générale. Mais comment arriver à nommer une femme sans une consultation quand même? Apparemment, les femmes ne seraient pas trop présentes dans toutes ces consultations-là. Oui, c'est ce que dénonce le réseau des femmes plurielles lors d'une conférence de presse. Et Marie-Denise Claude
Claude essaye de passer par la femme de Jovenel Moïse pour le convaincre de rencontrer les femmes, de consulter les femmes sur le processus actuel. Écoutons Marie-Denise Claude. N'a demandé première dame pays, Madame Martine Moïse, pour lui dire mon parle. Li gon bagay que le dit Marie pour supporter le travail réseau pluriel à faire pour mettre fois ça femmes et garçons compétents. Eh bien, nous va pour faire respecter l'article 17.1, mais nous devons aller un petit peu plus. Ou sinon, nous avons 40% femmes qui sont disponibles dans le pays pour accompagner l'État dans le travail, pour aider nous. Même dans la consultation qu'a faite pour remplacer le Premier ministre, tout secteur consulté. Mais pour une raison, nous ne pas connaître. Même le président de la République, qui a les plus de secteur femmes. C'est comme ça que nous avons monté CSPJ. Il y a une plus grande institution de la justice dans le pays qui est supposée là pour faire respecter la Constitution. Nous avons toi tout le monde. C'est la première institution dans monter aucune chaîne institution justice ça. Lui-même, il passe pied sur la Constitution. Nous-mêmes dans le réseau pluriel femmes qui fait partie, nous demandons force CSPJ, Parlement, l'OPC à toute présidence là pour des corrections dans la question ça. En attendant, Yuri La Tortue fait des révélations assez difficiles à comprendre ces derniers temps sur la PNH. Oui, la police nationale, et ça c'est un retour sur... ça remonte à loin. Vous vous souvenez de l'arrêté présidentiel qui, selon plus d'un, mettait la police nationale sous coupe réglée de la présidence. Et l'arrêté disait en essence que le chef de la police ne pouvait pas déplacer un commissaire ou un DD, un commissaire divisionnaire comme ça, sans l'approbation de la présidence ou du CSPN. Et Yuri La Tortue estime que depuis les événements du 5, 6, 7 juillet dernier, il y aurait 11 chefs de police pour la police nationale et Michel-Ange Gédéon. C'est très grave. C'est extrêmement grave. Venant de Yuri La Tortue, qui connaît un peu comment fonctionne la PNH, les forces de... c'est un ancien militaire, il faisait partie de la police nationale aussi. Il est aujourd'hui sénateur de l'Artibonite et qui analyse tout ça, comment... sur le plan hiérarchique, comment ça fonctionne la police. Il dit que c'est la débandade totale. Il y aurait 11 chefs de police aujourd'hui au sein de la PNH. Parce que si nous conseillons le jeudi, il faut rentrer au moins le soir pour qu'il ça dans vendredi, après match là, tout policier part dans base. Deuxièmement, et président, moi je pense que pendant n'a pas abordé problème là, tout à l'heure, moi, j'ai demandé pour DDO parler. DDO a une conférence de presse que le bail. Dans la conférence de presse là, DDO parlait de cacophonie qui était gagné à l'intérieur de l'ordre et dans la police. Il parlait de manque de planification. Il parlait de un pile bagaille, mais un mot qui est intéressé, c'est cacophonie. Président, moi, je pense que y a un problème à l'intérieur de la police là, que nous-mêmes nous t'ai posé, mais nous pas fini de résoudre. Et sénateur Salomon en parlait, moi je crois que lui a attiré l'attention, mais il faut nous finir de résoudre. Président, moi, comme nous avons regardé la police là, moi je crois que arrêté 28 mai a créé 11 chefs de police. Ça veut dire que l'état-major qui l'a, le DDO qui l'a, le chef de police là qui l'a, il y a un problème entre chef de police là avec tout directeur départemental. Par rapport à arrêter ça. Nous-mêmes nous posons, nous parlons sur lui, mais il est là. Et le DDO parlait de cacophonie, son mot que je pense qu'il faut DDO expliquer nous. Si il y a un problème dans la hiérarchie, la police n'est pas fonctionnelle. Quand il y a tout l'autre problème qui a été mis, même quoi que je dis à arrêter ça, moi je dis qu'il crée un chef de police. Ça veut dire, si il y a un directeur départemental qui je dis, eh bien, pas répondre de chef de police là, il doit appuyer de l'autre côté, et puis la fonctionner, et il ne pas prendre l'autre. Et pas oublier dans la police là.
le directeur de la police, le directeur général est choisi parmi les commissaires divisionnaires et les directeurs centraux. Si je dis ou arrivé que le directeur départemental là connaît l'autre monde qui a appuyé, disons exécutif, il ne pas prendre l'ordre, il n'a pas avancé, la population va protéger, il a toujours qu'un s'il pense qu'il a choisi après mandat. Moi, je pense que c'est un gros problème qui gagne. Et moi-même, comme je suis dans la police, là, moi, je soulève directement, en état-major qui là, il y a tout le problème là, mais il va soulever. DG Achita devant, DDO Achita derrière, même en dehors, est-ce que vous fonctionnez à l'aisement? Après ça, non. Il faut le problème là résoudre. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98.
7h50. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Le magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto. Vous nous suivez sur Facebook, sur notre site internet intexto.ca et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, les commentaires, Jean-Étienne, tu as entendu le langage et le ton, les deux, hein, je souligne les deux, son langage et son ton, d'un sénateur de la République qui faisait une promotion pour une grève comme ça sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Il fallait voir ça. Et surtout, ce que j'ai noté, c'était le fait qu'il ait déclaré que tout le monde était dans l'obligation de respecter cette grève. On est en démocratie ou pas? Comme tu as bien précisé, Jean-Louis Magoudou, comme on dit, c'est le ton qui fait la chanson, en fait. Alors, à première vue, ça ne pose pas un problème qu'un sénateur peut décider d'appuyer si ça fait son affaire et si ça fait l'affaire du pays. On n'est pas là. C'est pas un problème là-dessus. Mais maintenant, c'est justement quand tu fais des déclarations comme ça c'est des déclarations, oui, justement, qu'on peut interpréter différemment. Ouais. Ça, il faut voir non seulement l'aspect politique de la chose, aussi l'aspect communicationnel de ça. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire aux gens? Est-ce qu'ils veulent inciter les gens à... Tu as entendu ces soupirs? Oui, bien sûr. C'est ce que je te dis. Sur le plan communicationnel, et côté... ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ouais. Mais ça me rappelle un slogan auquel les organisateurs, enfin les politiques m'habituaient beaucoup depuis mon jeune âge. Maman petite, ma rêvante. Ouais, c'est un peu comme ça. Et là, c'est pas des choses qu'on pourrait... En tout cas, on fait des interprétations. Et c'est ça, la force et la faiblesse de son discours aussi, dans le sens... Ça porte à équivoque. Tu peux l'interpréter d'une façon, mais on est tous haïtiens. On comprend ce langage-là et il le sait. Mais quand on connaît un peu le parcours de ce sénateur de Don Cato, écoute, c'est pas un discours non plus qui est, je dirais, nouveau, dans le sens où c'est un monsieur qui essaie de montrer à une certaine couche, une certaine frange de la population haïtienne, que je suis là, je suis de votre côté. C'est un discours, il y a un certain nombre, une certaine partie de la population veulent entendre ou souhaitent entendre. Quand on sait on est dans une situation extrêmement difficile, il assimile cette partie de la population au peuple. Ça, c'est très lavalassien, ça. C'est Famille Lavalas qui a ce langage-là. Cette tendance à considérer que il représente le peuple. Oui, il y a ça aussi. On se rappelle la semaine dernière, il y a un porte-parole de la famille Lavalas qui disait le peuple n'a pas mis Jovenel, donc pour eux, Jovenel n'existe pas. Bon, bref, on va se calmer là. Une parenthèse. Oui, on doit considérer famille Lavalas. On ne doit pas négliger famille Lavalas. Mais cette tendance à essayer de faire croire à tout le monde que c'est vous le peuple et c'est vous qui décidez. Et quand vous parlez de peuple, c'est vous qui les représentez et uniquement vous. Je m'excuse là. Mais à côté du discours même de Don Cato, moi j'ai un problème avec... Je n'ai pas bien compris, bien saisi l'objectif de cette grève. J'ai entendu certaines personnes qui disent qu'ils vont à travers cette grève demander le départ de Jovenel Moïse. Ouais. Et ce n'est pas des moindres. Tu as des gens comme le monsieur de l'éducation, là, Josué Mérillien, de l'UNO. Mais écoutez, vous avez un pays où le budget du Parlement est peut-être 6 à 7 fois plus que le budget de l'éducation. Toi, tu te dis être, je ne sais pas, défenseur de l'éducation, etc. Au lieu de demander, par exemple, de renforcer l'éducation, on te voit partout avec des choses du genre, on va renverser le gouvernement. On ne comprend pas du tout. C'est comme si, justement, comme on dit au Parlement, il y a certains sénateurs qui n'ont rien à voir avec la politique, c'est des chanteurs qui se retrouvent au Parlement. Ah ben oui, absolument. Tu te retrouves aussi avec des gens qui devaient être... C'est un enseignant qui se retrouve beaucoup plus à manifester dans les rues que dans les salles de classe. Mais c'est même pas ça un problème. S'il se retrouvait à manifester à travers les rues pour l'éducation, on comprendrait. Ouais. C'est des choses totalement contraires à l'éducation. Il y a une crise à l'ethnologie, ça dure peut-être presque 2 ans maintenant. Ouais. Je te dis, le budget du Parlement est peut-être 6 à 7 fois plus que l'éducation pour l'UEH. Personne
ne dit rien. Et toi, tu devais justement en train de demander les meilleures conditions pour les professeurs, le paiement et tout ça. On te voit en train de, à la tête d'une grève pour renverser le gouvernement. Non. Je ne comprends pas vraiment. Et puis, est-ce que c'est ça qui va vraiment, une journée de grève va tout changer d'un coup en Haïti? Moi, je ne pense pas du tout. À côté du discours de Don Cato lui-même, le bien fondé de ça, et puis c'est très mal organisé. Les secteurs qui devaient s'impliquer en grande partie dans cette grève ne sont même pas au courant. Et puis, tu annonces une grève nationale, alors que les gens normalement qui devaient être avec toi dans ça. Ok. Et puis, Mirland Maniga au poste de Premier ministre? C'est une proposition qui est faite. On n'a plus beaucoup de temps de toutes les façons. Je me demande si Mirland Maniga allait se retrouver au Palais national avec Jovenel Moïse. En tout cas, ça m'étonnerait personnellement. Pour plusieurs raisons, on n'aura pas le temps de les détailler. Mais c'est bon aussi, justement, c'est une bonne occasion vraiment de penser à mettre, je ne dis pas femmes dans le sens c'est une femme, c'est fini, mais des gens compétentes, des femmes compétentes, des gens compétents. Le plus important, il faut une personne compétente. Homme ou femme, là, c'est pas le plus important. Ok, mesdames, messieurs, demain 7h pour une autre édition de Nos Nouvelles.